Alors, je voudrais remercier Laurette et Célia pour l'invitation, l'organisation, ainsi que Yann pour l'introduction de la séance, et puis Ludovic pour la captation. Alors, je suis bien content d'inaugurer le cycle de conférences de cette année, parce que je devais venir l'année dernière, et puis j'étais tombé malade au dernier moment, donc j'avais dû annuler, et je crois que c'est Laurette qui m'avait remplacé au pied levé. Donc cette année, je peux tenir mes engagements. Donc je vais vous parler de ça. Et ça, c'est ma recherche, tracer les fluides lithosphériques. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Et en fait, j'ai rajouté un sous-titre parce qu'en fait, ça va être le fil conducteur de la présentation, hein. Tracer les fluides lithosphériques, pourquoi? Alors, on pourrait trouver plein de raisons à faire ça comme activité de recherche, mais en fait, ce qui m'occupe le plus ou me préoccupe le plus, et puis ce qui occupe la plupart de mes collègues au laboratoire géoressources, c'est d'essayer de comprendre les processus de formation des ressources minérales. Alors, j'enseigne au département géosciences. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est une autre composante de formation en sciences de la Terre à Nancy. Ça se passe à la faculté des sciences et techniques à Vendeuvre, où on forme des étudiants au niveau licence et au niveau master en sciences de la Terre. Certains d'entre vous se sont déjà un peu familiarisés avec nos formations parce que certains, je reconnais ici, sont venus aux présentations sur les parcours de master que vous pouvez suivre éventuellement en troisième année si ça vous intéresse. Je reviendrai rapidement sur le sujet. Alors c'est là que j'enseigne, département géosciences, et la recherche, je la fais au laboratoire Géoressources. C'est un laboratoire multisite qui a son pôle principal à la faculté de sciences et technologies à Vendeuvre, et qui a aussi différentes antennes, une à l'école de géologie ici, une au pôle Roubaud un petit peu plus bas, en face du CRPG, de l'autre côté de la route, hein. Puis un pôle à l'école des mines aussi. Et tout le laboratoire se fédère autour des problématiques scientifiques liées à l'usage du sous-sol en général. Voilà. Donc je ne vais pas aller plus loin dans la présentation du laboratoire. Si vous voulez en savoir plus, vous pourrez aller sur le site web. Si vous le trouvez vieillot, c'est normal, il sera mis à jour dans les tout prochains mois. Mais il y a déjà beaucoup d'infos et plutôt actuelles. Voilà, je vous ai mis mon adresse mail, mon numéro de téléphone professionnel. Si vous avez des questions suite à la conférence, et si je n'ai pas pu répondre à toutes les questions après la discussion, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, si ce que je vous raconte vous donne des idées pour votre orientation future, n'hésitez pas non plus à venir rediscuter. Voilà. Alors, tracer les fluides lithosphériques, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est mon occupation principale. Je trace les fluides lithosphériques pour en fait caractériser les transferts de matière dans la lithosphère. Qu'est-ce qu'on appelle traçage? En fait, c'est le fait de déterminer la composition chimique, la composition isotopique des fluides profonds. Et ces compositions-là nous indiquent l'origine des différents constituants des fluides, l'eau, les gaz, les sels dissous notamment. Comment on obtient ces informations? Eh bien, en analysant des inclusions fluides. Ça, c'est une inclusion fluide, hein. Une toute petite cavité d'eau profonde, piégée pendant la croissance d'un minéral et préservée depuis. Donc ça, c'est de l'eau, on pourrait appeler ça de l'eau fossile, vulgairement. Et c'est un micro-échantillon d'une eau qui a circulé dans le passé, quelque part dans la lithosphère. On étudie aussi tous les minéraux qui étaient, à un moment donné, à l'équilibre avec les fluides qu'ils ont vus circuler. Voilà. Donc on analyse les fluides, les minéraux, et on reconstitue les transferts de fluides et de matières associés dans la lithosphère. Voilà ce qu'on fait. On fait des modèles qualitatifs, quantitatifs, donc de transfert de fluides, d'interaction entre fluides et roches notamment. Ça a des implications fondamentales pour comprendre toute la variabilité pétrologique et géochimique de la lithosphère. Et ça a des implications fondamentales et aussi un petit peu plus pratiques pour comprendre les processus de formation des ressources minérales. Et j'ai souligné ça parce que je vais, avant de vous parler des résultats et de la recherche qu'on peut faire, je vais vous parler un petit peu des enjeux autour de ces problématiques de ressources minérales. Alors, ça, c'est peut-être une figure que vous avez déjà vue sous une forme ou sous une autre, hein. Ça vous montre un petit peu la tendance à la consommation de ressources minérales depuis le début de la révolution industrielle, depuis à peu près le milieu du 19e siècle. Alors, je ne vais pas vous faire le détail de toutes les courbes, ce ne serait pas très intéressant ici.
Simplement, ce que vous pouvez tous constater, c'est que la tendance est à l'augmentation et l'augmentation est sans cesse croissante. D'accord? Ça nous amène cette courbe jusqu'à 2005-2010. Les prévisions continuent d'aller dans ce sens-là, mais je vous montrerai quelques modèles prospectifs après ça. Alors, la question, c'est combien de temps ça peut durer? Quelles sont les limites géologiques à ça? Les limites économiques, les limites environnementales, sociétales, etc. Derrière ces questions-là, qui sont des questions pratiques, des questions qui nous touchent tous au quotidien, il y a aussi des questions qui peuvent être abordées sous la forme de recherche scientifique, évidemment. Alors, simplement pour faire quelques rappels, hein, qu'est-ce que c'est, à quoi ça nous sert les ressources minérales et les métaux en particulier? Je vais beaucoup parler de métaux. Ça sert à assurer d'abord nos besoins essentiels. Alors, la notion de besoin essentiel, elle a beaucoup fluctué au cours de l'histoire, hein. Alors, parmi les besoins essentiels, par exemple, il y a 30 ans, les smartphones n'étaient pas un besoin essentiel, mais si maintenant je vous arrache vos smartphones des mains, vous allez tous grimacer. En tout cas, la plupart d'entre vous, vous allez considérer que le smartphone est un besoin essentiel. Ou en tout cas, les télécommunications, au sens large, sont un besoin essentiel. Il y a 30 ans, il y a 50 ans, ce n'était pas un besoin essentiel. Et si on revient plus loin dans l'histoire, il y a plein de choses qui nous semblent essentielles aujourd'hui et qui ne l'étaient pas avant. Donc la notion de besoin essentiel, elle fluctue, et les besoins de demain ne seront pas les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Néanmoins, tous ces besoins essentiels, ils sont pourvus en grande partie grâce à l'extraction de ressources minérales du sous-sol. Donc, cependant, l'augmentation de ces besoins et l'extraction de ressources minérales qui vont avec s'accompagnent de tensions critiques sur les ressources en eau, sur la qualité de l'air, sur les surfaces cultivables, sur la biodiversité, la production de déchets, j'oublie rien, voilà. Ça représente à peu près 10 à 12% de la consommation énergétique à l'échelle mondiale, qui, dans la plupart des pays du monde, n'est pas encore significativement décarbonée. Voilà. Donc, en fait, ça a un impact majeur sur nos vies quotidiennes, mais aussi sur notre environnement. Alors, une fois que le constat est fait, à quoi ça peut servir de faire de la recherche en géosciences autour de ces questions-là? Ça sert d'abord à avoir des experts indépendants, de la sphère politique, indépendants de la sphère industrielle. C'est des personnes qui peuvent définir quelles sont les limites planétaires à ce système, jusqu'où on peut aller, ou jusqu'où il faudrait ne pas aller éventuellement, on peut le formuler comme ça. Et puis, essayer de connaître quels sont les modèles géologiques d'abondance de la ressource, de localisation de la ressource, de formation de la ressource, par exemple. Ça peut permettre de faire des guides pour l'exploration et aussi d'améliorer les procédés de production. Tout ça, ça peut conduire à des conséquences différentes. On peut le voir d'un point de vue purement économique, c'est-à-dire maximiser l'extraction, optimiser l'extraction, de diminuer les coûts. Le pendant, ça peut être aussi de minimiser l'impact environnemental de toutes ces extractions-là, de toute cette industrie. Alors, un petit recul en arrière aussi. Si on prend depuis le début de la révolution industrielle, on avait besoin que de quelques métaux il y a 200 ans. Et puis, plus ça va, plus on a diversifié les métaux que l'on utilise. Et maintenant, en fait, on pourrait cocher à peu près toutes les cases du tableau de Mendeleïev si on regarde vraiment de quoi on a besoin au début du XXIe siècle. Ça, c'est très important à comprendre. Ça veut dire que si on veut un peu mieux comprendre et évaluer cette ressource, on a besoin de comprendre les cycles géochimiques d'à peu près tous les éléments du tableau périodique. Donc ça, c'est des sujets de recherche. Vous en avez pour un nombre d'années infini avant d'avoir fait ça. Mais c'est pour ça que c'est un secteur de recherche aussi qui occupe beaucoup de chercheurs dans le monde. Voilà. Ça, c'est une synthèse de votre consommation ou notre consommation de ressources minérales pour une vie entière, par personne. Alors, c'est pris à l'échelle d'un petit enfant américain, et c'est ce qu'il va consommer toute sa vie. Alors, on prend souvent ça, cette échelle, comme étant le standard le plus élevé. Alors, c'est le standard le plus élevé à l'heure actuelle, mais en fait, à peu près tout le monde
cherche, dans tous les pays du monde, hein, on cherche à se développer. Et en fait, la conséquence, c'est qu'on va atteindre, à plus ou moins long terme, ce standard. En tout cas, c'est ce que la plupart des pays visent. D'accord? C'est pour ça que je dis, en rouge en bas à droite, que le petit Français, c'est-à-dire vous ou moi, on n'est pas loin derrière, et bientôt le petit Chinois ne sera pas loin de derrière non plus, et de la plupart des pays du monde qui cherchent à se développer, ben c'est ça qu'ils veulent atteindre. Alors les chiffres sont édifiants. Hein. Voilà. Pour votre vie, vous allez consommer, en moyenne, hein, 5 tonnes d'argile. 5 tonnes d'argile, c'est beaucoup. Vous allez consommer 500 à 600 tonnes de sable, gravier, granulat. Alors, vous n'allez pas les acheter directement à la carrière, sauf si vous voulez refaire un jour votre terrasse, mais ça, ce ne sera pas beaucoup. Mais par contre, pour faire toutes les infrastructures qui vous entourent, les routes, les bâtiments, etc., bah, ça consomme énormément de sable, gravier, etc. Vous allez consommer 200 kg de zinc. Vous allez consommer 4 à 500 kg de cuivre. Je ne vous fais pas toute la liste. Voilà. C'est des chiffres énormes. Okay, une partie seulement peut être pourvue par le recyclage, mais en fait une relativement faible partie jusqu'à présent. Voilà, donc notre consommation, elle a des conséquences. Je ne vais pas vous faire tout le panneau. Je vous montre simplement une vue d'artiste. Donc ce n'est pas une vraie image, hein, c'est une image de synthèse, une vraie vue d'artiste, avec en fond une photo de la mine de Palabora, une mine de cuivre aux États-Unis, dans lesquelles ont été extraites plus de 4 millions de tonnes de cuivre. Et pour extraire 4 millions de tonnes de cuivre, qui sont matérialisées par la petite sphère ici, eh bien, il a fallu excaver tout ce volume de roche. Alors pourquoi on en arrive là? Bon, il n'y a pas d'échelle, c'est pas bien. Hein. Vous savez, il faut toujours mettre des échelles à des photos, mais j'ai fait exprès là parce que c'est une vue d'artiste, donc on peut faire ce qu'on veut. Donc néanmoins, dans une mine à peu près conventionnelle, chaque gradin, c'est à peu près 15 mètres. Donc vous pouvez imaginer l'échelle. Là, on va mettre à peu près au moins 300 mètres de profondeur, de fosse. Et puis le diamètre, là, c'est plusieurs centaines de mètres de diamètre. D'accord? Ça ne sert à rien que je vous calcule un volume. Ce sont des chiffres qui, au bout d'un moment, n'ont plus beaucoup de sens. D'accord? Donc, en fait, les mines, et ça, c'est une mine normale, hein, c'est une mine de cuivre normale, elle n'est pas tellement plus grosse ni plus petite que les mines moyennes. D'accord? Les mines, par exemple, de cuivre actuelles, et les mines d'or aussi, c'est à peu près pareil, ça fait partie des plus grosses excavations humaines de l'histoire. D'accord? Et il n'y en a pas une, il y en a des dizaines. Ça veut dire qu'il faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup d'eau pour traiter les minerais, et on ne traite pas les minerais qu'à l'eau, sinon ça se saurait. Et après, il faut gérer tous les stériles et tous les résidus de traitement. D'accord? Alors parfois, une façon de les gérer, c'est de les remettre dans la fosse. Et là, ça a été fait de manière un peu brutale. Hein. C'est du matériau qui est fracturé, qui va être très perméable. Et vous voyez qu'il n'y a pas forcément eu d'étanchéification au fond de la fosse. Hein. Donc ça, c'est les anciennes façons de faire. Bien sûr, maintenant, on fait les choses de manière beaucoup plus raisonnée. Il y a des normes très strictes. Néanmoins, ça reste des problématiques importantes. Et des ruptures de digues, des ruptures de fosses, il en arrive tous les ans. Plusieurs, si on considère les choses à l'échelle globale sur la planète. Et c'est des accidents écologiques majeurs. Hein. Alors, on entend moins parler en Europe, parce que ça arrive moins souvent. Parce que c'est en Europe qu'on a les normes les plus strictes et aussi peut-être les compétences géotechniques parmi les meilleures. Néanmoins, ça arrive. Quand j'étais étudiant à l'école de géol, il y avait une digue qui avait rompu sur une mine d'or en Roumanie. Ça avait fait crever les saumons du Danube. Un peu plus tard, il y a 10 ans, il y a une digue qui a rompu en Finlande, à Talvivaara. Alors ici, personne n'entend jamais parler de la Finlande, mais là-bas, ça avait fait un vrai scandale national. Voilà. Vous pourrez vous renseigner là-dessus, mais c'est des problématiques environnementales majeures. Alors pourquoi on en arrive là? Parce qu'en fait, les gisements qu'on exploite sont de moins en moins riches, sont de plus en plus rares, sont de plus en plus difficiles d'accès, soit ils sont dans des zones reculées, soit ils sont profonds. Et donc pour pallier à ça, en fait, on se concentre sur moins de gisements et des gros gisements pas très riches. Hein, et donc la conséquence, c'est une sorte de course au gigantisme hein, dans l'exploitation des ressources minérales. Voilà, avec les difficultés qui vont avec. Voilà, pour aller rapidement, quels sont les concepts en vogue autour de ces problématiques-là? Il y a le concept de développement durable. Vous avez tous forcément entendu parler de ça.
Concept de développement durable, on peut citer ce que ça veut dire, hein. Un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs. Alors, c'est bien, mais c'est flou. D'accord? La demande actuelle, c'est plutôt on voudrait de tout, pour toujours et pour tout le monde. D'accord? Est-ce que ça, c'est conciliable avec la définition du développement durable en dessous? Et je vous laisse avec la question. D'accord? Donc l'autre concept en vogue qui tend à supplanter un peu le concept de développement durable, c'est celui d'économie circulaire. Alors l'économie circulaire, c'est une économie dans laquelle on réemploie, on réutilise, on recycle au maximum tout ce dont on se sert pendant le cycle d'utilisation, de sorte à minimiser les entrées de matières premières et minimiser les déchets. D'accord? Donc ce qui est bien important de comprendre, c'est que l'économie circulaire, ce n'est pas un cercle fermé. Hein. Avant, on représentait ça comme ça, puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte que ce n'était pas tenable. Ça, c'est une présentation assez honnête de ce que c'est que l'économie circulaire. Hein. Ce n'est pas fermé. Ça demande toujours des entrées de matières premières et il y a toujours des déchets qui sont générés. L'objectif étant quand même de minimiser les entrées et les sorties. D'accord ? Il faut quand même comprendre qu'à chaque étape de transformation et à chaque étape de partage, réparation, réemploi, remise à neuf, recyclage, chaque étape de cette économie circulaire, il y a au minimum un besoin de dépenses d'énergie. On ne peut pas faire ça sans énergie. Et puis là, j'ai listé chacune des étapes qui peut concerner les géologues. Donc, principalement, c'est l'approvisionnement en matières premières, mais c'est aussi le réemploi de ces matières premières, le recyclage, parce que dans les technologies de séparation de minerais, en fait, il y a des analogies très fortes avec les technologies de recyclage. Donc, beaucoup de géologues, enfin beaucoup, certains géologues se recyclent, pour faire un petit jeu de mots, dans les filières de recyclage, parce qu'ils ont des vraies compétences pour ça. Et puis, un certain nombre de géologues s'occupent de tout ce qui est gestion des déchets miniers, par exemple, mais en fait, tous les déchets, d'une manière générale, liés à l'industrie des ressources minérales. Voilà, donc vous avez du pain sur la planche, parce qu'il y a des gros défis qui se présentent à vous. Voilà. Vous dire aussi que, pour le dernier concept en vogue ces dernières années, la transition énergétique, a quelques paradoxes. Et un paradoxe, et non des moindres, c'est que les installations de production d'électricité liées à la transition énergétique, notamment enfin, les plus en développement, en fait, l'éolien et le solaire, par exemple, sont celles qui consomment le plus de ressources minérales par mégawattheure de capacité installée. Beaucoup plus que les centrales à charbon, beaucoup plus qu'une centrale nucléaire, ou une centrale au gaz, ou un barrage hydraulique. D'accord ? Donc, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que ça vaut le coup d'extraire toutes ces ressources minérales pour décarboner l'énergie? Alors, il semble que, d'un point de vue politique, la priorité soit d'aller vers là, mais ça ne veut pas dire qu'il faut négliger le problème des ressources minérales, bien au contraire. Il faut comprendre aussi que les ressources minérales, les ressources énergétiques, qu'elles soient décarbonées ou fossiles, sont interdépendantes. D'accord? Donc, interdépendantes, je vous ai dit, on ne construit pas une centrale nucléaire avec de l'eau fraîche, hein, il faut du béton, etc. Il faut des ressources minérales, il faut des métaux aussi. Et puis, on ne construit pas une centrale nucléaire ou un barrage, par exemple, simplement avec des énergies renouvelables décarbonées. D'accord? Jusqu'à preuve du contraire, les cimenteries, les grands chantiers, ils fonctionnent aux énergies fossiles. D'accord? Et ce n'est pas prêt d'être remplacé, en tout cas de manière très significative. Hein? Vous voyez des compagnies minières qui font une belle communication sur le fait qu'ils ont des gros camions chargeurs qui roulent à l'électrique. Mais en fait, ça se passe en Australie. Et en Australie, la production d'électricité, elle se fait avec des centrales au charbon. D'accord? Donc il ne faut pas s'arrêter au fait que les véhicules soient électriques. Il faut regarder comment se fait la production primaire d'électricité. D'accord? Donc on n'est pas à un paradoxe près. Et les besoins pour décarboner, en tout cas le secteur des transports, ils sont considérables pour un certain nombre de métaux. Je vous ai mis quelques chiffres ici, mais ce n'est pas des chiffres qui sont intéressants à retenir en soi.
Simplement, il y a des économistes, des géologues, et cetera, qui ont fait des scénarios en fonction, des objectifs d'atténuation du réchauffement climatique. Ça, c'est intéressant à regarder. Et donc en fonction des objectifs, que ce soit 2 degrés, 4 degrés ou 6 degrés, eh ben, on a besoin de plus ou moins, de métaux qui vont être, incorporés, bah, par exemple dans les batteries ou, les moteurs, électriques. Donc, il y a plein de métaux concernés, mais j'en ai listé 3 ici: le lithium, le nickel, le cuivre. Donc vous voyez que les tendances, c'est moins on veut accepter de réchauffement, plus on va avoir besoin de métaux. Le lithium, ça va pas être le plus difficile à trouver parce on connaît la plupart des ressources. On sait qu'on a du temps devant nous. La question, c'est est-ce qu'on va être capable d'extraire autant de lithium qu'on en a besoin, c'est-à-dire à peu près multiplier par 20 la production, dans des conditions raisonnables? Ça, c'est pas sûr. Pour le nickel, eh ben, c'est pareil, on connaît à peu près, 30, ouais, à peu près, pardon, 40 des ressources dont on a besoin, et on découvre des nouvelles ressources tout le temps, hein. Donc ça, c'est très dynamique. Et puis, pour le cuivre, alors là, pour le cuivre, si vous interrogez les grands industriels du secteur minier, ils vous disent: «Pour le cuivre, on ne sait pas comment on va faire». D'accord? Donc quand les géologues disent: «On ne sait pas comment on va faire», on va dire: «C'est pas très grave», parce qu'ils sont pas forcément, c'est pas eux qui extraient. Enfin, les chercheurs, c'est pas eux qui extraient. Quand les politiques disent: «On ne sait pas comment on va faire», on dit: «C'est normal, ils se nourrissent, un peu des scientifiques, beaucoup des industriels pour prendre leurs décisions». Mais quand les industriels disent: «On ne sait pas comment on va faire», bon, on peut quand même se poser la question de savoir si ce projet est raisonnable. En tout cas, beaucoup d'experts pensent que s'il y a un métal qui peut freiner le développement de l'électromobilité, freiner de manière significative, ce sera le cuivre, d'autant qu'il n'est pas substituable. Le lithium, le nickel, le manganèse, le cobalt sont en partie, au moins substituables dans les batteries. Il y a plein de technologies de batteries qui se développent. Par contre, le cuivre, pour toute la distribution d'électricité, n'est pas substituable. Donc il va y avoir, ça va avoir des conséquences. OK? Donc je vous ai dit, on découvre des nouvelles ressources tous les ans. Donc faire des prévisions statiques d'extraction de ressources dans le futur, c'est pas un exercice facile. La preuve que les chiffres valent pas toujours, grand-chose, hein. Si on considère, à l'année 2008, quelles étaient les réserves de métaux, au rythme de consommation de 2008, et ben, en fait, il y avait 13 ans, hein, et ben, 13 ans plus tard, pour, l'iode notamment, on se rend compte qu'on n'est toujours pas, à court d'iode. Alors il y a des pénuries certes, mais on n'est pas à court d'iode. Voilà, donc simplement, c'est un petit exemple pour vous dire que ces chiffres-là sont évolutifs par nature, d'accord? Donc il ne faut pas raisonner de manière statique. On peut raisonner de manière un peu plus dynamique, et je me suis amusé à faire des modèles, vraiment simplistes, hier, en préparant la présentation. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de faire différents scénarios de croissance du PIB, d'accord? Et puis, ce qu'on sait par ailleurs, c'est que la croissance du PIB, elle est corrélée, à la consommation de matières premières, toutes matières premières confondues, mais matières premières minérales notamment. Alors j'ai fait différents scénarios de croissance. Un scénario à 0 c'est celui qui est à gauche là. On prend une unité de 1, c'est arbitraire, hein, et puis en fait chaque année on a la même quantité, on stagne, on a la même quantité de matières premières, produites. Donc 0 de croissance. Après j'ai borné à 1 de croissance, ça c'est la croissance française, l'année dernière. Moins 1 de croissance, donc légère récession, et puis j'ai pris, moins 5, ça c'est une année, post-Covid. C'est 2020, à peu près, en France ou en Europe, hein. Et puis, plus 5, mais ça c'est, les ordres de grandeur de la croissance, indienne ou chinoise, actuellement. OK? Donc c'est pas des chiffres fous, hein. Donc en bleu, c'est la consommation ou la production annuelle de matières premières, donc primaires, donc extraites du sous-sol ou recyclées. Et puis, qu'est-ce que j'ai mis d'autre comme courbe? J'ai fixé un truc, dans tous les scénarios. J'ai dit: «On part de 0 et puis tous les ans, on augmente de 1 la proportion de matières recyclées, dans la production de matières premières». Alors en fait, là, on n'est pas à 0 actuellement, donc c'est pas tout à fait juste ce que je fais, mais dans 100 ans, on prévoit d'être à 100 ce qui est irréaliste aussi. D'accord? Mais on va fixer ça.
On a le droit de le faire, hein, si on comprend les limites. Bon, ça veut dire que c'est un scénario de foi en la technologie de recyclage, hein, assez clairement. Alors, dans tous les scénarios, qu'est-ce qu'on observe? En fait, tant qu'on est à 0%, moins 1%, 1% ou moins 5%, en fait, on va continuer d'avoir besoin de ressources minérales jusqu'à 2100, mais en quantité de moins en moins importante, progressivement. Mais si on cumule la quantité de ressources minérales qu'on extrait, en fait, on va devoir extraire entre 20 et 70 fois ce qu'on a extrait en 2024 dans ces scénarios, en 100 ans. Alors, on peut quand même se poser la question des limites géologiques à ça, hein. Est-ce que les ressources existent vraiment? La réponse n'est pas oui ou non. Tout ça, c'est du cas par cas. C'est élément par élément. Donc ça, c'est important de le comprendre. Par contre, dans un scénario de croissance à 5%, donc ce n'est pas les taux de croissance de l'Europe, hein, mais c'est les taux de croissance de plein de pays du monde, bon là, on explose, hein, on dépasse les 100 fois assez rapidement la production annuelle de 2024 en cumulé. D'accord? Et dans ce scénario-là, on est obligé de continuer d'extraire de manière croissante chaque année des ressources minérales. Alors, dans tous les autres scénarios, en fait, on en produit toujours, mais de moins en moins. Voilà. Alors, c'est hyper simpliste comme scénario. Il y a des gens qui font des vrais scénarios, pour de vrai. Et en fait, qu'est-ce qu'ils prédisent? Ils prédisent qu'à un moment donné, la consommation, la production de ressources minérales va atteindre un pic, comme on est en train d'atteindre un pic pour les ressources en hydrocarbures, hein, et puis qu'après, ça va décliner. Donc ça va décliner pour plein de raisons, des raisons géologiques, des raisons d'évolution des technologies de recyclage, et des limites environnementales à l'extraction des ressources. Okay, ce qui fait qu'en fait, bon, alors ça c'est pour les volumes les plus importants, hein, de ressources minérales, et puis le reste des métaux, alors c'est des volumes bien moindres, hein, mais qui sont néanmoins importants. Alors il n'y a pas tous les métaux évidemment, mais ils vont suivre la même tendance. Ce qui fait qu'en fait, ce à quoi vous devez vous attendre, c'est qu'à partir de la moitié du XXIe siècle, 2050 à peu près, on va rentrer dans un monde un peu inconnu dans lequel la consommation de matières premières risque de décliner globalement. D'accord? Et en fait, un monde dans lequel la consommation de matières premières décline globalement, on ne sait pas vraiment à quoi ça ressemble, hein, parce que tout ce qu'on a connu depuis 200 ans, depuis la révolution industrielle, c'est une augmentation continue des matières premières. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière un monde dans lequel on ne consomme plus de matières premières? Je ne sais pas. D'accord? C'est peut-être une récession massive, c'est peut-être des conflits pour l'accès aux ressources, etc. Peut-être qu'il y a des côtés joyeux aussi dans ce qui va se passer, je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, il y a des vrais défis pour les géologues, parce que dans un monde inconnu, à titre très personnel, je préfère qu'il y ait des géologues bien formés et compétents que personne qui se préoccupe de ces soucis-là, ou alors des gens qui s'en préoccupent, mais en n'étant pas compétents ou mal formés. D'accord? Donc, vous avez des vrais défis devant vous. On a tous des vrais défis devant nous, on pourrait dire. OK? Alors, du coup, en rapport à ça, le métier d'enseignant-chercheur, comment je le vois? Alors, je pense que vous aurez autant de vision du métier que d'intervenants, et ça, c'est ça qui est bien. Et comment je le vois? Du coup, côté enseignement, un de mes objectifs, comme je vous l'ai dit, c'est de former des géologues compétents pour faire face à ces défis, qui sont immenses. Côté chercheur, en fait, ce qui m'intéresse, ça va être de répondre aux questions scientifiques qui sont liées à ces enjeux, fournir des données, fournir des modèles. Okay, et puis, idéalement, ce que recherche tout enseignant-chercheur, c'est une certaine synergie entre sa recherche et ses enseignements. Parler de ses travaux de recherche dans ses enseignements à différents niveaux, et puis se nourrir de l'interaction avec les étudiants, de l'interaction avec ses collègues des équipes d'enseignement qui sont multidisciplinaires, pour alimenter sa recherche aussi. D'accord? C'est ça qui fait le piment du métier, à mon sens. Alors, dans les consignes pour préparer cet exposé, il y avait l'idée de décrire une journée type, et j'avoue que j'ai bien été incapable de le faire. Alors, j'ai plutôt raisonné à l'échelle de l'année. Donc, l'année type, alors c'est pareil, il y a autant d'années type que d'enseignants-chercheurs, mais je vous ai fait un aperçu d'une année type pour moi en ce moment, ces dernières années. Alors, c'est à peu près 200 heures d'enseignement par an. On peut dire que ce n'est pas énorme. Voilà. Quand de temps en temps, on peut être soulagé de quelques heures, on est content, mais en fait, quand on a un enseignement qui tourne, 200 heures, ce n'est pas énorme. D'accord? Réglementairement, on compte 3 heures de préparation
correction, organisation, pour 1 heure de présence en salle devant les étudiants. Donc en fait, c'est censé m'occuper 800 heures par an. D'accord? Et un fonctionnaire, en France, il doit 1600 heures à l'État. Donc 800 heures, ça représente la moitié de mon activité. Ça, c'est la théorie. D'accord? L'autre moitié, ben, je peux la consacrer à la recherche. Alors, qu'est-ce que je fais dans une année? Voilà, donc je passe 3 semaines sur le terrain, en général, avec les étudiants. Ça fait partie de mes 200 heures de service. Je me déplace 1 ou 2 semaines par an en congrès. Du terrain, j'en fais plus ou moins. Alors ça, c'est très fluctuant. Je ne suis pas quelqu'un qui fait énormément de terrain, on va dire entre 0 et 2 semaines. Il m'est arrivé d'en faire plus, voilà. J'ai différentes responsabilités à l'échelle nationale, notamment pour le CNRS, parce que j'ai été élu dans une commission. Je ne vais pas vous barber avec ça, mais ça m'occupe beaucoup. Donc ça m'occupe 4 à 5 semaines de déplacement à Paris par an. Voilà. Ça va durer 4 ans, et puis après, ça s'arrêtera. Peut-être que je ferai plus de terrain après, j'espère. Et à titre personnel, je ne fais pas ou peu de télétravail parce que j'aime pas trop ça. Je préfère être au labo et en interaction avec des vrais gens et pas derrière un écran, je préfère. Mais beaucoup de collègues font du télétravail et ça s'est assez généralisé depuis le Covid, évidemment. Voilà, alors comme je suis le premier à intervenir cette année là-dessus, je vous fais quelques rappels un peu officiels sur ce que c'est que le métier d'enseignant-chercheur. Donc, pour ça, si vous voulez beaucoup de renseignements en plus, vous pouvez aller sur le site qui s'appelle enseignementsup-recherche.gouv. Là-dedans, il y a tout, et c'est bien écrit, c'est très accessible. Alors, les missions de l'enseignant-chercheur, c'est assurer des activités de recherche qui exigent une connaissance approfondie dans un domaine de compétences. Dit comme ça, c'est simple à comprendre, même si c'est un peu flou. Et l'enseignant-chercheur aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il le prépare et assure des missions d'enseignement. Il conçoit des modules pédagogiques également. Voilà. Un des aspects importants du métier, c'est ce qu'on appelle la liberté académique. Alors, la liberté académique, c'est une forme de liberté d'expression, y compris au cours des enseignements. Les enseignants-chercheurs ont officiellement le droit de dire à peu près ce qu'ils veulent, tant que ça ne dépasse pas l'outrance et le respect des personnes, hein, globalement. Donc, ce qui est mis derrière ce qu'on appelle les principes de tolérance et d'objectivité. Et aussi, la liberté académique, ça veut dire qu'on a le droit de faire sa recherche sur ce qu'on veut. Alors ça, c'est la théorie. En pratique, on est quand même dans une structure de recherche qui a assez grande orientation. Et puis, on est aussi dépendant des financements qui nous permettent de réaliser nos missions, nos terrains, nos analyses, etc. Donc, pour décrocher des financements, il faut écrire des projets de recherche. Et ce n'est pas forcément nous qui décidons combien d'argent on a pour travailler sur tel ou tel sujet. Voilà. Mais une fois que c'est fait, on a le droit de faire ce qu'on veut et en principe de dire ce qu'on veut et d'arriver aux conclusions auxquelles on arrive et de communiquer dessus, etc. D'accord? Ça, c'est très important, ce principe-là, parce qu'en fait, c'est pas forcément dans le monde industriel qu'on peut faire comme ça. C'est pas non plus dans le monde politique qu'on peut s'exprimer aussi librement qu'on voudrait, mais dans le monde de la recherche, au moins, et il y a des experts indépendants qui ont un emploi à vie et qui risquent pas leur job à dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent, et éventuellement un jour d'être lanceur d'alerte ou autre. D'accord? Ça, c'est très important. Voilà. Je vais passer rapidement le reste parce que vous pourrez aller consulter si vous le voulez. Mais dans les différentes missions d'un ancien chercheur, donc il y a le fait de développer des activités de recherche et d'innovation. Donc ça peut se faire de plein de manières différentes. Mais en gros, ça veut dire qu'il faut être toujours au top de l'état de l'art, hein, c'est-à-dire faire une veille des activités, faire une veille bibliographique permanente sur les sujets de recherche sur lesquels on travaille. Faire de la recherche, faire ce qui a déjà été fait, ça n'a pas beaucoup de sens, mis à part pour essayer de dupliquer des manips qui n'ont pas été assez. Mais sinon, on essaie toujours d'aller voir plus loin que ce qui a déjà été fait. Ça, c'est un peu la raison d'être de la recherche. Donc ça veut dire qu'il faut être au top de la biblio, toujours. Et puis, il faut être capable de monter des projets, de gérer les projets, et puis de valoriser le travail sous forme de publications, de brevets, etc. Voilà. Tant que la recherche reste dans les tiroirs, finalement, ce n'est pas de la science. Hein, la science, c'est ce qui est diffusé, soumis à la critique, soumis au public, et qui a vocation, du coup, à être critiqué et à être bonifié par des travaux ultérieurs. OK ? Donc, la valorisation du travail, c'est un aspect hyper important. Voilà. Et puis, on doit aussi développer les outils de la recherche, les instruments, les méthodologies, etc., les logiciels.
et puis structurer la communauté à travers les réseaux, les collaborations nationales, internationales. Voilà. Comment on met en œuvre les enseignements? En général, on ne le fait pas tout seul, on est toujours dans des équipes pédagogiques qui sont plus ou moins larges, mais qui sont toujours multidisciplinaires. Donc en fait, l'enseignement, on a l'impression que c'est un travail solitaire, mais en fait, c'est un vrai travail d'équipe, hein. Donc quand on est en face des étudiants, on est tout seul, mais si on est en face des étudiants à un moment donné, c'est parce qu'il y a une équipe qui a construit un cursus pédagogique. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qu'on renouvelle tous les 5 ans à l'échelle d'une équipe qui est habilitée par un ministère. Et donc, c'est toujours une réflexion, un travail collectif. Ça, c'est très, très important. Accompagner les publics, alors de toutes sortes. On peut considérer que ce que je fais là actuellement, ça relève de l'accompagnement du public, hein, présenter des métiers, discuter de l'avenir avec des étudiants, ça fait partie de l'accompagnement des publics. Mais on s'adresse aussi à des collégiens, à des lycéens, ou au grand public d'une manière générale à travers différents événements, la fête de la science par exemple. Un aspect très important, c'est la formation par la recherche et la formation à la recherche, hein. Donc ça, vous allez le vivre aussi, hein, à travers ce que disait Yann, les stages que vous aurez l'occasion de faire dans les différents laboratoires. Donc les stages, ça va être des moments de formation intense pour vous, à travers des projets de recherche dans lesquels vous serez intégré et vous serez accompagné pour faire avancer ces projets de recherche. Donc ça, c'est le rôle des enseignants-chercheurs, des chercheurs également, de participer à cette formation par la recherche. Et puis la diffusion, le transfert des connaissances, valorisation des résultats vers la société, ça fait partie de l'item qui était deux diapos précédentes, hein, de la diffusion vers le grand public, hein. Donc, pour le grand public, voilà, j'en ai déjà parlé. Le reste, c'est de la publication dans les revues scientifiques, donc vraiment à destination de la communauté scientifique. Alors évidemment, c'est pareil, chercheur, c'est pas un métier solitaire, hein. Loin de là, c'est toujours un travail d'équipe. Donc ça veut dire qu'il faut être capable de coordonner des projets, de travailler en équipe, d'animer des équipes, etc. Voilà, je passe un peu vite parce que le reste ne va me conduire qu'à me répéter, mais voilà. Donc en fait, c'est un métier très riche, on a plein de missions très diversifiées. Un chercheur, la vie d'un chercheur ne se résume pas à aller dans sa salle de cours et retourner à son bureau, s'enfermer pour préparer le cours suivant, ou pour lire des articles, hein. C'est beaucoup plus riche que ça, c'est beaucoup plus dynamique. Et c'est ça qui, à mon avis, fait le sel un peu au quotidien. C'est pour ça qu'à la fin, comme je disais, j'étais pas capable de définir une journée type. Et moi, ça me convient très bien, en tout cas. Voilà. Comment on devient enseignant-chercheur? Alors, il faut faire une thèse. Voilà, c'est pas compliqué. Après la thèse, il peut y avoir un parcours plus ou moins chaotique de contrats divers, d'enseignement, de recherche. Ça dure en moyenne entre 3 et 5 ans, ça peut durer plus. Les enseignants-chercheurs en France sont recrutés à 31 ans, je crois, en moyenne. Et le doctorat se termine en moyenne à 27 ans. D'accord? Donc il y a, je vous ai dit, 3-4 ans de battement. Vous n'êtes pas au chômage en général, mais vous enchaînez des contrats à durée déterminée, parfois en France, souvent à l'étranger. Voilà. Mais c'est une période très incertaine, parfois déstabilisante, mais hyper enrichissante aussi. Voilà. Avant d'être recruté, il faut passer une petite étape qui s'appelle la qualification. En gros, vous avez une commission de membres du domaine académique qui évalue si votre dossier est recevable pour être candidat. Donc en fait, dans les critères, il n'y en a pas 50, hein. Il faut avoir une thèse et il faut avoir publié quelque chose. Voilà. Donc les critères ne sont pas très élevés pour avoir le droit d'être candidat. Et en fait, vous êtes candidat à quoi? À un concours. Donc pour avoir un poste, il faut qu'il y ait un poste qui se libère quelque part, dans une structure d'enseignement, attaché à une structure de recherche. Et le poste dit, on a besoin de quelqu'un qui connaît, je ne sais pas, la géologie structurale pour enseigner 120 heures, et puis enseigner 80 heures dans le domaine de la géodynamique. Et puis la recherche se fera dans un laboratoire où il y a une équipe de géodynamique. Pas de problème. Tous les candidats qualifiés sont les bienvenus. Et ensuite, vous déposez un dossier avec un projet d'enseignement, un projet de recherche. Vous préparez ça avec les équipes dans lesquelles vous souhaitez venir travailler. Et puis, si votre dossier est reçu, vous venez présenter à l'oral devant une commission qui est constituée de chercheurs et d'enseignants-chercheurs. Vous êtes recruté par vos pairs. Ça, c'est important. En fait, quelque part, vous êtes coopté dans une communauté scientifique nationale. Voilà. Oui.
Alors ça devrait vous intéresser aussi, combien ça gagne un enseignant-chercheur. C'est quand même important d'en parler. Alors, c'est assez transparent parce que c'est la fonction publique, donc tout est sur Wikipédia, c'est facile à trouver. Par contre, c'est pas facile à lire. Alors, je vous aide un petit peu. Déjà, il y a 2 catégories. À gauche, vous avez les maîtres de conférences, comme moi, et puis, à droite, vous avez les professeurs, d'université. Grosso modo, les missions sont à peu près les mêmes, sauf qu'on demande en général aux professeurs d'université d'assumer un petit peu plus de responsabilités collectives et en contrepartie de ça, bah, ils sont mieux payés. Bah, ils ont une grille de salaire, un peu meilleure. Voilà, donc il faut lire la colonne pardon, traitement mensuel net, c'est ce qui vous parlera le mieux. Hors prime, ça c'est important parce que les primes, c'est pas une quantité négligeable dans le revenu d'un enseignant-chercheur. Alors ça peut être très variable parce qu'il y a des primes qu'on n'obtient pas automatiquement, il faut les demander et puis c'est sur dossier. Mais on va dire que actuellement, les primes s'élèvent tout cumulé entre 3 500 et 10 000 euros par an. Voilà, donc c'est vraiment pas négligeable. Mais bon, le salaire de base, c'est celui qui est dans la colonne là. Alors, je vous ai dit à 31 ans, on est recruté à peu près à l'échelon 3, voilà, et au bout de 10 ans de carrière, on est à peu près à l'échelon 7. Voilà. Alors, c'est plus ou moins rapide selon l'âge qu'on a, les années de post-doctorat qu'on a fait, etc. Voilà. Et puis en fin de carrière, les salaires sont quand même vraiment, moi je dirais bien, mais c'est un avis très personnel. En tout cas, pour vivre et habiter à Nancy, c'est confortable. Pour vivre et habiter à Paris, c'est moins confortable. Voilà. Donc regardez bien, c'est important aussi, quoi. Voilà, rapidement, parce que je l'ai déjà présenté aux plus intéressés d'entre vous, qu'est-ce que j'enseigne, où j'enseigne? Je ne vais pas vous faire tout le panorama, mais je vais vous parler d'une formation que je pilote depuis 6 ans maintenant et pour encore 2 ans, qui est un master 2 qui s'appelle Système métallogénique, géologie, exploration. Je vais le faire rapidement parce que je pense que les plus intéressés d'entre vous ont fait. Donc j'enseigne une cinquantaine d'heures par an dans cette formation et je pilote l'équipe pédagogique. Donc c'est une formation qui cherche à former donc des jeunes géologues compétents dans le domaine de l'exploration des ressources minérales et dans le domaine de la recherche liée aux problématiques des ressources minérales. D'accord. Donc ça se passe au département géosciences, à la fac de sciences. Quand vous serez en 3A, vous aurez la possibilité, au lieu de suivre la 3A classique de l'école, de venir dans un des parcours de master de Nancy, comme si vous alliez à l'étranger, en fait, sauf que vous allez à la fac de sciences de Vendôme. Alors, dit comme ça fait pas rêver, mais là, je peux vous garantir que c'est une excellente expérience et que si vous interrogez les élèves qui y sont actuellement, je pense qu'ils sont tous très contents. Donc, prenez vos propres avis, mais vous verrez que ça vaut le coup. Parce que du coup, c'est assez différent de ce qui se passe en 3A. La 3A a vocation, c'est normal, c'est une école d'ingénieur, à être assez généraliste et va vous parler de l'ensemble du cycle de la matière première au général. Ce qu'on fait au master, c'est volontairement plus ciblé. C'est la raison d'être des parcours de master. Et on va parler surtout d'exploration, 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 d'exploration. Voilà. Donc, on mise à fond là-dessus. Donc, pour les plus passionnés de géologie et d'exploration d'entre vous, vous trouverez peut-être votre bonheur là-dedans. Pour ceux qui souhaitent plutôt avoir une vision généraliste, vous serez très bien à la 3A et vous parlerez aussi d'exploration, mais forcément un petit peu moins, quoi. Voilà. Donc, il y en a pour tous les goûts. En tout cas, ceux qui veulent venir sont les bienvenus. Et on accueille tous les ans des étudiants de l'école de Géol. Parmi les étudiants, à peu près un tiers des effectifs. Voilà, on commence l'année par 3 semaines de terrain, 1 semaine en France, 2 semaines en Grèce, pour faire vite. Alors parfois, il fait moche en Grèce et beau en France, hein, mais forcément, j'ai choisi les photos qui vont bien. Et tous les modules d'enseignement, en fait, relèvent des disciplines classiques des géosciences, hein, je sais pas moi, géomodélisation 3D, géophysique, géochimie, géodynamique, mais toujours appliquées à des problématiques d'exploration de ressources minérales. Voilà, on a plein de partenaires académiques, industriels aussi, qui nous accueillent sur leur site, notamment pendant les terrains, et qui financent en partie les excursions de terrain. Les stages se font partout dans le monde.
Je ne vais pas vous faire la liste parce que c'est vraiment partout dans le monde, il n'y a pas de limite. Les géoliens ont l'obligation de faire une période de recherche en laboratoire jusqu'à peu près au mois de mai et partent en PFE ensuite. Donc après, le PFE, ça ne concerne plus le master, hein, mais vous êtes obligé de faire une petite période de laboratoire de 3 mois pour valider le double diplôme master en même temps que le diplôme d'ingénieur. Voilà. Donc le stage en labo peut se faire n'importe où. On offre des stages à de ressources, mais les stages peuvent se faire partout, à Nancy ou partout dans le monde. Voilà. Et puis depuis cette année, on a ouvert à l'alternance. Donc pour les étudiants qui ont des projets d'être alternants, ils sont aussi les bienvenus dans cette formation. Voilà. Allez, je vais vous parler un peu de science, avec le temps qui me reste. Tracer les flux lithosphériques. Je bois un coup. Je n'ai pas précisé, mais je prendrai des questions à la fin. Ce sera plus simple. Si vraiment il y a un truc que je raconte qui n'est pas clair, vous m'interrompez quand même. N'hésitez pas. OK ? Alors, tracer les flux lithosphériques. Par quoi on peut commencer ? On peut commencer par les grands réservoirs d'eau sur Terre. Alors, il y a différentes estimations. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment on arrive à ces chiffres-là. Mais on peut chiffrer à peu près qu'il y a le même ordre de grandeur de quantité d'eau stockée dans la croûte et stockée dans la croûte continentale. Même quantité d'eau stockée dans la croûte océanique et une quantité à peu près équivalente d'eau stockée dans le manteau, hein, de l'ordre de 10 puissance 21. Donc, ces 3 grands réservoirs là qui sont pas de même volume, loin de là. L'échelle n'est pas respectée, je pense que vous en étiez rendu compte. Par contre, en termes de quantité d'eau stockée, c'est à peu près similaire. Par contre, les temps de résidence peuvent être variables, mais en ordre de grandeur, pas si différents que ça. Pour la croûte continentale, c'est de l'ordre de 10 puissance 8 années, donc c'est-à-dire 100 millions d'années. La croûte océanique, ce serait plutôt de l'ordre de la dizaine de millions d'années. Et puis dans le manteau supérieur, en tout cas, ce serait de l'ordre de 100 millions d'années aussi. D'accord ? Donc les temps de résidence, c'est les temps caractéristiques de transfert d'une molécule d'un compartiment à l'autre. OK ? Donc, on peut considérer que c'est pas si dynamique que ça, et en fait, ça va dépendre vraiment de l'échelle à laquelle on observe les choses, hein. Mais à l'échelle globale, ça n'apparaît pas si dynamique que ça. OK ? Maintenant, si on regarde quel rôle jouent les fluides dans la dynamique de la lithosphère, on peut regarder la figure qui est à droite ici. Alors, les fluides ici, dans cette figure, ils sont appelés volatiles. Donc, volatiles, c'est tous les éléments que les géochimistes appellent les éléments volatiles. En fait, c'est ceux qui se condensent mal, sous forme de minéraux. Donc, l'eau est un volatile important, mais il n'y a pas que cela. Il peut y avoir donc les gaz, et puis plein d'éléments dissous, notamment dans l'eau, qui est le principal solvant, mais ça peut être les halogènes, notamment, les gaz rares, etc. OK ? Donc, les volatiles, alors évidemment, le plus gros réservoir de volatiles, enfin, un des plus importants, ça va être l'atmosphère, l'hydrosphère. Les volatiles, ils vont s'incorporer aux sédiments par la diagénèse, par l'altération hydrothermale. Et puis, avec l'enfouissement et puis le métamorphisme, ils vont être relâchés et puis drainés souvent dans des grandes zones de faille. Et ça va conditionner en grande partie la rhéologie d'un certain nombre de roches, la sismicité, la fracturation des massifs rocheux. Ça va aussi permettre de transporter un certain nombre d'éléments en solution qui vont venir se concentrer dans des systèmes hydrothermaux ou qui vont venir se concentrer dans des magmas qui vont être formés par fusion partielle de roches en présence de volatiles notamment. OK ? Donc en fait, les fluides, les volatiles en général, jouent un rôle essentiel dans la dynamique du manteau, dans la dynamique de la lithosphère. Et parmi ces rôles essentiels, ils ont un rôle de transfert de matière,
Et parmi les matières qui nous concernent, en tout cas dans la présentation d'aujourd'hui, il y a les métaux qui vont former les gisements, notamment. Voilà, alors on peut très rapidement résumer ce que c'est qu'un fluide, hein. Très schématiquement, un fluide, c'est un ensemble d'eau, le solvant principal en général, de gaz et de sel en solution. Ils peuvent avoir différentes origines. Vous avez les fluides météoriques, ceux qui viennent des précipitations, l'eau de mer, évidemment, toutes les eaux qui sont stockées dans les bassins, qui sont la plupart du temps dérivées de l'eau de mer ou dérivées d'eau météorique. Et puis vous avez les fluides métamorphiques, ceux qui sont issus des réactions de dévolatilisation des roches métamorphiques. Et puis les fluides dits magmatiques, ceux qui sont issus des réactions de dévolatilisation de magma, en général en cours de cristallisation. Ces fluides-là, ils se retrouvent à circuler dans la croûte en proportion variable, et ils interagissent entre eux. Parfois, ils peuvent se mélanger, parfois, ils sont immiscibles. Et ils interagissent aussi, surtout, avec les roches encaissantes. Et parfois même, ils se chargent en métaux, en interagissant avec les roches encaissantes, ou parfois, ils se déchargent en métaux. Et ils vont former des gisements. OK ? Alors, pour vous faire des petits bilans de matière, comment on forme un gisement, le gisement, admettons que le gisement est là. Il s'est formé par advection de fluide le long d'une zone de faille. Il faut drainer énormément de fluide sur une zone de faille pour arriver à focaliser la concentration en métaux. Et ces fluides, ils viennent de quelque part dans la croûte, nécessairement d'un endroit où les métaux étaient moins concentrés. D'accord ? Alors, je prends l'exemple d'un gisement de zinc ici, tout à fait générique. Un gisement à 6% de zinc avec entre 10 puissance 6 et 10 puissance 7 tonnes de zinc dedans. C'est un gisement, on va dire, de taille conventionnelle. S'il se forme à partir d'une source à peu près ordinaire à 70 ppm de zinc, en fait, vous avez un facteur de concentration de l'ordre de 10 puissance 3 entre la roche source et puis le gisement à proprement parler. Donc ça ne dit pas l'ensemble des processus qui ont conduit à ça, mais en fait, l'intérêt de la recherche dans le domaine, un des intérêts de la recherche dans le domaine, c'est de comprendre l'ensemble des processus qui conduisent à ce type d'enrichissement. Et quelque part, à travers ça, on aborde le cycle géochimique des éléments et des métaux en particulier. OK ? Alors, si on fait des bilans maintenant de matière et de volume de fluide qui sont impliqués dans ce genre de système, alors c'est ce qu'on voit sur la figure de droite ici. Les volumes de fluide impliqués, c'est de l'ordre de la dizaine de kilomètres cubes, voire de milliers de kilomètres cubes de fluides hydrothermaux impliqués dans la formation de ce type de gisement. C'est considérable. Combien de temps ça prend ? C'est dépendant beaucoup de la perméabilité des roches, mais ça prend typiquement entre 10 000 et plusieurs millions d'années. Donc, on peut dire que c'est long, on peut dire que c'est pas très long. En tout cas, par exemple, ça a des conséquences concrètes quand on fait de la géochronologie. On n'est pas toujours capable de résoudre, d'un point de vue géochronologique, les différentes étapes de formation d'un gisement, parce que quand on remonte loin dans le temps, il est de plus en plus difficile d'avoir des méthodes suffisamment précises de datation pour dater les différents événements qui conduisent à la formation d'un gisement hydrothermal. 1 million d'années, c'est la plupart du temps dans l'incertitude d'un grand nombre de méthodes géochronologiques. Donc c'est un vrai défi d'arriver à faire ça. Voilà, alors quelles sont les questions un peu plus dans le détail qu'on se pose quand on veut tracer les fluides lithosphériques ? On veut connaître l'origine des différents constituants. Tous les constituants ne sont pas là dès la formation du fluide. Je vous ai dit, les fluides interagissent entre eux, ils interagissent avec les roches, donc forcément les constituants, la nature des constituants et leurs proportions évoluent. Et connaître leur origine, c'est important pour comprendre quel est le trajet et l'histoire des fluides. Quels sont les processus de salinisation ? Ça, c'est super important. Plus les fluides sont salés, plus ils peuvent transporter des métaux. Donc, comprendre comment les fluides deviennent salés, ça, c'est une question qui est récurrente. Dans quelles conditions les fluides se déplacent ? Sous quelles conditions de pression, de température ? Ça nous permet de faire des modèles, savoir à quelle profondeur ils ont circulé, à quelle vitesse, dans quel réservoir ils ont pu être stockés, etc. Quelle est la dynamique de l'écoulement, les volumes impliqués, la durée des écoulements? Est-ce que ces écoulements sont
continu, discontinu, etc. Comment les fluides interagissent entre eux et quelle est la nature ou les conséquences des interactions entre fluides, roches et déformations. Voilà, je ne vous fais pas tout le catalogue des questions qu'on se pose un peu au quotidien, mais grosso modo, ça c'est un peu notre univers mental quoi, de questions scientifiques. Voilà, sur quel genre de données on travaille? On travaille sur une multitude de sources de données. Ça c'est intéressant. C'est un défi aussi parce qu'il faut être capable d'être à peu près à jour sur les méthodes. C'est aussi ce qui force à monter des équipes pluridisciplinaires, et je trouve que c'est un des bons aspects du boulot. Donc on travaille sur des données géodynamiques, des données structurales, des données géochronologiques, des données pétrogéochimiques, hydrogéochimiques, et puis des données obtenues sur les inclusions fluides. Vous avez montré une belle photo tout à l'heure. Hein. Les inclusions fluides, c'est très précieux comme objet parce que ça renferme des informations sur les fluides profonds ou les circulations de fluides anciennes. Si on veut échantillonner du fluide actuellement, on n'est pas capable de le faire à plus de 10 km de profondeur. Par contre, si je veux comprendre l'état des fluides en deçà de 10 km de profondeur, je suis obligé d'aller regarder des roches qui ont été enfouies à des pressions plus importantes, exhumées par la suite, et puis de regarder quel type de fluides ont été piégés et préservés jusqu'ici pour comprendre un petit peu ce qui a circulé dans ces roches-là à une certaine époque. Voilà. Quel genre de modèle on produit? On produit des modèles parfois qui sont purement conceptuels. On trace des coupes et on dessine des flèches et puis on essaie de raconter l'histoire des circulations de fluides. Parfois, on arrive à être un peu plus quantitatif. C'est toujours un objectif, ça, d'essayer d'être quantitatif sur les durées, les bilans de matière, etc. Et quand on est à peu près bien contraint, on essaie de faire des modèles numériques, essentiellement pour tester les modèles conceptuels. Ces modèles numériques, ils prennent en compte idéalement la thermicité, la déformation, les écoulements. Et ce qui n'existe pas encore, c'est un couplage complet entre tout ça et puis les interactions fluide-roche. Mais beaucoup de chercheurs y travaillent. Voilà. Et on fait sans arrêt des analogies entre les systèmes actuels, actifs, les systèmes anciens, qui sont fossiles, et les systèmes profonds, qui peuvent être des systèmes actuels, mais auxquels on n'a pas forcément accès. D'accord ? Les méthodes principales que j'utilise moi sur les inclusions fluides et les minéraux, c'est des méthodes en général micro. Hein. Ce qu'on analyse au maximum, c'est quelques grammes, et parfois beaucoup, beaucoup moins de quantité de matière, à travers différentes techniques, des techniques spectroscopiques, microscopiques, mais je ne vais pas vous faire tout le détail ici, des techniques d'analyse. Hein. Voilà. Alors, on va faire un petit focus sur les résultats qu'on a pu obtenir ces dernières années sur un élément particulier, qui est un élément un peu au cœur aussi des discussions et des enjeux récents, des enjeux futurs sur la transition énergétique. On va parler un peu du lithium. Je vérifie juste l'heure. Alors, le lithium, ça va bien nous occuper. Ça va bien vous occuper aussi. À gauche, vous avez une image de la production de lithium depuis 1995, et vous voyez qu'il y a une augmentation importante à peu près depuis le milieu des années 2010, et qu'on prévoit une augmentation à peu près x20 par rapport à actuellement, hein, en 2050. Les principaux pays producteurs actuellement, c'est l'Australie, le Chili et puis la Chine. Il y a des réserves très importantes, mais moins de production en Argentine, et des réserves importantes aussi en Bolivie, même si la production est très faible actuellement. Vous voyez que l'Europe est très peu représentée là-dedans, le Portugal, seulement 600 tonnes par an. Alors qu'est-ce qui est représenté là? C'est quoi ces piscines-là? C'est des bassins d'évaporation des eaux qui sont pompées dans les salars, dans les Andes, les lacs salés. Vous avez déjà entendu parler, vous avez peut-être déjà vu ces paysages. Paysages de lacs salés, qu'est-ce qu'il y a sous la croûte de sel? Eh ben, il y a des aquifères de saumure,
très riche en lithium. Il y a plusieurs centaines de milligrammes par litre de lithium. Et c'est ces aquifères qui sont pompés, évaporés sur des grandes surfaces dans ces milieux qui sont arides et assez fragiles. Donc l'évaporation réenrichit la saumure en lithium et ensuite elle est traitée dans des usines où le lithium est extrait et cristallisé sous forme en général de carbonate de lithium. Voilà, alors bon, c'est bien, ça marche bien, hein, mais ça a des conséquences importantes sur la ressource en eau au niveau local parce que ça fait des dépressions des nappes d'eau potable qui sont autour des lacs salés. Bon, ça altère les paysages, évidemment. Et puis, c'est loin d'ici, c'est loin de la plupart des grandes usines de batteries, donc ça occasionne des coûts de transport importants. Voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait produire avec moins d'eau, moins d'énergie, moins de déchets, avec un S, j'aurais dû mettre, et à moindre résistance des usines de batteries? Alors, c'est pas évident, mais il y a des pistes. Voilà, ça c'est les grands types de gisements qui sont exploités à travers le monde. Vous pourrez aller voir en détail. Ce dont je viens de parler, les saumures lignifères, c'est les salas. L'autre grand type de gisement, celui qui produit par exemple le lithium australien, hein, c'est celui qui est lié aux pegmatites, ici. Donc c'est des classes de roches magmatiques. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Vous pouvez juste retenir le nom, les pegmatites. C'est dans les pegmatites qu'on retrouve les plus grandes concentrations en lithium. Mais ça, donc, c'est des mines, on va dire, conventionnelles, hein. Je vous ai montré une mine de cuivre tout à l'heure, une mine de pegmatite, ça ressemble exactement à ça. Donc la problématique est la même, hein. Est-ce qu'on peut produire avec moins de déchets, moins d'impact carbone, à proximité des usines de batteries, etc. Alors, ça, c'est une question pratique. Les questions qui occupent les chercheurs dans ces domaines-là, en fait, on va aborder par le prisme de ces questions-là, la question du cycle géochimique du lithium. Et puis on va pouvoir aussi travailler sur peut-être des exemples qui vont nous montrer qu'il existe des ressources alternatives à ce qui existe déjà et qui pourraient permettre éventuellement de répondre aux besoins immenses de production de lithium dans des conditions qui seraient un peu plus raisonnables que ce qu'on fait actuellement. Voilà, alors il y a un exemple dont vous avez probablement déjà entendu parler, ne serait-ce que parce qu'il y a des échos importants dans la presse depuis à peu près 1 an, hein. C'est ce qui se passe dans le Massif central, ici, dans un petit village qui s'appelle Échassières. Et dans ce village-là, il y a un granit à métaux rares qui est connu depuis longtemps, qui s'appelle le granit de Beauvoir, c'est le nom du hameau du coin. Qui avait été largement investigué par un grand programme scientifique français qui s'appelait Géologie profonde de la France dans les années 80, parce qu'on voulait comprendre ce que c'était que cet objet un peu énigmatique. Et en fait, depuis, s'est développé un projet de mine de lithium, donc pas suite à ce programme scientifique, hein, on savait depuis longtemps qu'il y avait du lithium dans la roche, mais depuis quelques années, donc la compagnie qui exploite ce granit actuellement pour le kaolin, qui s'appelle Imerys, s'est mis en tête d'exploiter le granit qui n'est pas kaolinisé et qui est riche en lithium pour en faire une mine, on va dire, conventionnelle. Alors, c'est conventionnel, mais ça ne ressemble pas vraiment aux grandes mines australiennes parce que le projet en question, c'est un projet de mine souterraine déjà, c'est important à comprendre. L'impact paysager ne sera pas plus grand que l'exploitation actuelle de kaolin. Puisque la mine qui est prévue, c'est une mine souterraine. Donc ça, c'est déjà une originalité du projet. Et puis, ce sera une mine qui sera localisée sur le territoire métropolitain et donc à proximité des usines de batteries qui se développent actuellement, sont construites actuellement, plusieurs en France, dans le nord de la France notamment. Donc il y a des chiffres que je n'ai pas reproduits ici, mais qui montrent que ça pourra alimenter une partie très significative de la demande en France et des besoins en lithium pour les usines de batteries. Et les questions qu'on se pose là-dedans, c'est quelle est l'histoire de formation, de mise en place de ce granit? Pourquoi il est arrivé là? Pourquoi il a cette composition-là? Et le sujet de la thèse d'Océane Rocher, hein, qui finira à la fin de l'année, et vous serez invité à venir voir sa soutenance, ce sera au mois de décembre, porte sur le système hydrothermal qui s'était développé donc, il y a 300 millions d'années au cours de la mise en place de ce granit.
L'hypothèse qu'on teste, c'est essayer de savoir si le système hydrothermal a permis une partie de l'enrichissement en lithium et autres métaux rares, hein, qui sont associés à ce granit, l'étain notamment, a permis d'enrichir ou d'appauvrir ce granit par rapport à ce qu'il était au stade purement magmatique. Donc on investigue en fait la partie hydrothermale de cette histoire-là. Alors pour comprendre ça, on caractérise en fait toute l'architecture structurale du granit, hein. On fait des cartographies des structures qui sont visibles en carrière et on cartographie aussi les structures qui sont visibles en forage pour essayer de comprendre quels étaient les drains des fluides hydrothermaux qui ont percolé à travers ce massif granitique. Il y a quelques stagiaires de chez vous qui sont déjà passés chez nous pour faire ça. On investigue aussi la composition des inclusions fluides qui sont préservées dans le granit et qui nous renseignent sur l'état des fluides à haute température qui ont percolé suite à la cristallisation du magma. Là, vous avez des photos d'inclusions fluides qui sont pleines de petits solides dedans. Là. Ça veut dire que c'était des fluides hyper salés qui, en refroidissant, une fois que l'inclusion était scellée, ont cristallisé des minéraux. Alors, vous avez des gros cubes de sel, ça, c'est ce qui nous dit que c'était salé. Et puis, vous avez aussi des minéraux qui sont des oxydes d'étain, par exemple, ou des oxydes de niobium et tantal, ce qui nous dit que les fluides hydrothermaux ont transporté des métaux en quantité très significative et ont redistribué une partie de la minéralisation existante pour lui donner sa forme actuelle. On essaie de comprendre aussi quels sont les différents types de fluides impliqués dans le système hydrothermal. Donc, les fluides magmatiques, on s'en doute, hein. Un magma, c'est riche en eau. Quand ça cristallise, ça exsolve une phase aqueuse. Mais ces phases aqueuses, elles peuvent interagir avec des eaux météoriques, avec des eaux métamorphiques, etc. Donc, pour comprendre ça, on peut utiliser les inclusions fluides. On peut aussi utiliser des minéraux qui sont des bons traceurs des interactions fluides-roches. Il y a un minéral parmi d'autres, mais qui est un des minéraux par excellence pour faire ce genre de travail, c'est l'apatite. Et on a eu la chance de découvrir qu'il y avait 5 ou 6 générations d'apatite cristallisées dans l'histoire du système hydrothermal de Beauvoir. Et on a fait une caractérisation très exhaustive géochimique et géochronologique de cette apatite. Et on a regardé notamment la composition isotopique en oxygène de l'apatite des différentes générations successives. On a fait ça au CRPG, à la sonde ionique, et on a pu montrer que la composition isotopique décroît au cours du temps. Et ça nous indique l'interaction progressive entre des fluides magmatiques et puis des fluides météoriques qui sont venus percoler à travers tout le massif et interagir avec les fluides magmatiques, notamment au moment où cristallisaient ces différentes générations d'apatite. Ouais. On passe à un autre contexte dans lequel on peut mettre en évidence des ressources alternatives en lithium. Je vous ai dit, les deux principales ressources actuellement, c'est les lacs salés, les salars, notamment dans les Andes, un petit peu en Chine. Et puis, ce sont les mines en roche dure conventionnelles. Donc, la plus grosse région productrice, c'est l'Australie. Mais on est allé voir ce qui se passe dans les bassins sédimentaires en général, comme le bassin de Paris. On a compilé, ça c'était la thèse d'Elsa Dugamin, on a compilé la totalité des concentrations en lithium connues et publiées dans la littérature scientifique dans tous les bassins du monde. Alors on a essayé d'être le plus exhaustif possible. Pour beaucoup de ces bassins, en fait, on s'est reporté à des données qui provenaient de bassins pétroliers, parce que partout où il y a eu l'exploration pétrolière, il y a eu des analyses d'eau, historiquement. C'est là qu'on a trouvé le plus de données. En fait, ça nous a permis d'investiguer presque tous les continents, même si on n'a pas beaucoup de données sur l'Amérique du Sud, malheureusement, et pas beaucoup de données non plus sur l'Afrique. Voilà, mais peut-être ça viendra. Ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est qu'il n'y a pas seulement du lithium dans ces eaux-là, il y a plein d'autres métaux, mais que la plupart des métaux qu'on a compilés en détail, donc le lithium, le manganèse, le fer, le cuivre, le zinc, le barium, le plomb, ils ont à peu près tous les mêmes tendances. On distingue, pour être simple, hein, un pôle toujours très salé, riche en métaux, on appelle le pôle Saumur, et puis il y a toujours un pôle moins salé, certainement d'origine météorique, pauvre en métaux, et on voit dans pratiquement tous les bassins du monde des processus de mélange entre ces deux pôles.
Bon, ça, c'est un peu attendu, hein, mais donc en fait, ça veut dire si on veut trouver des nappes de fluides riches en métaux, desquels on pourrait extraire par exemple du lithium, il faut aller chercher les fluides salés. Ça, c'était une première conclusion très simple qu'on a pu tirer de ce travail. Quand on regarde la composition des inclusions fluides qui sont préservées dans ces bassins-là, ben, on voit que les tendances sont à peu près les mêmes, hein. Les données d'inclusion fluide sont en orange ici, là et là, donc ça c'est pour l'exemple du manganèse. Si on projette ça pour l'ensemble des métaux investigués, on a le même type de résultat. Donc les inclusions fluides, c'est des bons analogues à ce qui se passe dans les conditions de réservoir un peu plus poussées que les nappes qu'on échantillonne pour faire des analyses hydrogéochimiques classiques. Et on voit que les tendances sont à peu près similaires entre ces deux objets. Alors, si on compile pour le lithium, ben, on voit cette relation-là. Tous les points en gris, là, c'est tous les bassins du monde. Du coup, c'est assez simple, hein. Plus vous avez un fluide salé, ben, plus les concentrations lithium sont importantes. Et ce que j'ai mis en rouge ici, ce sont les concentrations qu'on retrouve dans les salars, hein, donc les extractions conventionnelles de lithium. Et on voit que pour les fluides les plus salés, ben, on retrouve des concentrations analogues aux salars. Donc en fait, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que dans les bassins sédimentaires du monde entier, il existe des ressources très significatives en lithium qui ressemblent à ce qu'on pourrait trouver dans les salars, mais qu'on pourrait exploiter très probablement dans des conditions différentes, parce que ça peut être dans des milieux qui sont beaucoup moins fragiles. Et puis, bon, on peut aussi mentionner que récemment, enfin depuis quelques années, il y a des technologies nouvelles qui se développent, qui ne nécessitent pas d'évaporation à grande échelle des saumures lignifères, hein. C'est ce qu'on appelle les procédés d'extraction directe du lithium. Donc les technologies évoluent, sont de plus en plus économes, de plus en plus sobres, et puis la ressource se diversifie, et notamment on peut en trouver pratiquement dans tous les pays du monde, hein, finalement. Et donc on a fait quelques petits calculs de coin de table de ressources dans quelques bassins dans lesquels on avait des données assez bien contraintes, et on montre en fait que dans les bassins sédimentaires, il y a des ressources équivalentes à ce qu'on trouve dans certaines mines de roches conventionnelles ou dans certains salars. Ce qui est intéressant, c'est que ces eaux-là, elles pourraient être covalorisées avec la chaleur. On pourrait faire de la covalorisation géothermie lithium. Ça pourrait être covalorisé aussi avec des projets de stockage de CO2, hein. Là où on stocke du CO2 en aquifère salin, on est obligé de pomper de l'eau. Et cette eau-là, au lieu de la stocker quelque part sans rien faire, ben on pourrait en extraire un certain nombre de métaux, le lithium en priorité, très certainement. Voilà. Ce qu'on ne peut pas faire très facilement dans les salars, et ce qu'on ne fait pas, du coup, évidemment, dans les mines conventionnelles. Donc c'est très porteur, et la première application de ça qui se développe de manière industrielle actuellement en France et aussi en Allemagne, c'est ce qui se passe dans le fossé rhénan. Il y a plein de compagnies qui se montent avec des projets de covalorisation, géothermie, lithium, voire possiblement un de ces jours géothermie, lithium et hydrogène. Donc ça, vous en entendrez très certainement parler. Ce qu'on a fait dans ce cadre-là, c'est d'essayer de comprendre, avec la thèse d'Elsa, quels étaient les processus d'enrichissement en lithium dans les saumures géothermales du fossé rhénan. Il y a à peu près 150 mg par litre de lithium là-bas. Et donc, on a fait une investigation pétro-géochimique classique dans l'approche, et puis une analyse des inclusions fluides assez classique. Je ne vous fais pas tout le détail, hein, mais grosso modo, toutes les données qu'on peut obtenir s'alignent sur cette droite-là, entre un pôle très salin et riche en lithium, et puis un pôle qui vient diluer ces saumures-là. Qu'est-ce que c'est que ce pôle-là? C'est toutes les eaux qui percolent depuis les sommets vosgiens et qui viennent envahir le socle cristallin du fossé rhénan et puis la base du bassin, et diluer les saumures qui sont là et qui sont générées à la base du bassin en équilibre avec les évaporites du Trias, et qui percolent à l'interface socle-couverture. Le lithium étant enrichi dans les saumures au cours de l'interaction entre le socle cristallin, qui possède des minéraux relativement riches en lithium et bien altérables. Donc interaction entre ces saumures et le socle cristallin. Voilà, on en est là. Oui, ouais, je vais finir, on est sur la dernière. Ok, je vais passer celle-là, mais pour vous dire que c'est des travaux qui continuent bien après la thèse d'Elsa, pour vous dire aussi que ça pourrait nous emmener vers d'autres projets de systèmes hydrothermaux de plus haute température, en Islande notamment, ou dans d'autres pays, là où il y a du volcanisme actif, et là où on a pu repérer des panaches de saumures sous les systèmes volcaniques.
dont on a de bonnes raisons de penser que ce sont des saumures métallifères. Et c'est peut-être de la science-fiction actuellement, mais les technologies de forage évoluent de plus en plus vite et on est capable de forer dans des roches à 600 degrés maintenant. On est capable de forer même dans des roches qui se déforment subtilement. Et on pourrait atteindre quasiment des champs magmatiques ou en tout cas les poches de fluide au contact avec ces champs magmatiques et éventuellement extraire directement les métaux. Ça viendra peut-être un jour. Je ne sais pas jusqu'où ça va nous emmener, mais il y a des chercheurs et des industriels qui se penchent sur ces sujets-là. Voilà. Je ne vais pas aller beaucoup plus vite, mais donc pour vous dire que ce qu'on appelle globalement, beaucoup plus loin, pardon, ce qu'on appelle globalement les minerais liquides, hein, tout ce qui n'est pas de la roche dure, c'est très prometteur en termes à la fois de ressources et possiblement de possibilité d'extraire de la ressource, donc en quantité significative, avec un impact environnemental bien moindre que ce qui se fait dans les mines conventionnelles. Donc, c'est une façon d'investiguer la géochimie des métaux dans les systèmes hydrothermaux. Ça, c'est ce que j'aime bien faire. Ça peut avoir des implications concrètes dans la vie de tous les jours aussi, espérons-le. Voilà. Et peut-être qu'un jour, vous irez vous baigner à Nancy Thermal en vous disant que vous baignez aussi dans un minerai de lithium. Il y a à peu près 2 mg par litre de lithium à Nancy Thermal. Ce n'est pas exploitable à l'heure actuelle, mais les technologies évoluent tellement vite que peut-être à côté de la piscine, dans quelques années, il y aura un petit bloc d'extraction de lithium. Parce qu'après tout, ça ne coûte rien d'enlever du lithium avant de réinjecter l'eau. Les technologies qui se développent actuellement permettent d'extraire le lithium sans injecter de produit dans l'eau. Donc on peut réinjecter cette eau-là dans l'aquifère après extraction du lithium. Ouais, donc peut-être ça viendra un jour, mais pour l'instant c'est de la science-fiction. Ceci dit, on savait qu'il y avait du lithium dès le creusement du puits au début du 19e siècle, puisque sur la plaque qui figurait sur la galerie thermale, il était déjà signalé que c'était une eau lithignée à l'époque, même si les concentrations n'étaient pas bien caractérisées. Voilà, je vous laisse avec ça, et puis je répondrai à vos questions avec plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour Antonin ? Moi, ce que je fais dans la partie chercheur, j'échantillonne et j'analyse des fluides et des minéraux. Et puis après, j'analyse les données qui sortent de ça. Voilà. Oui, ouais, comme je l'ai expliqué, avant de se déplacer, d'analyser, de lancer un projet de recherche, il faut savoir quelles sont les limites de la connaissance. Et une fois qu'on a identifié les limites, et puis une façon d'aller plus loin, ou une hypothèse à tester, disons, et ben c'est comme ça qu'on dessine un plan de recherche. Voilà. Donc effectivement, ça implique une veille bibliographique permanente, ce qui oblige à pas se disperser trop dans les sujets d'intérêt. Voilà. Mais on peut quand même avoir une certaine curiosité. Oui. Oui. Non, je ne l'ai pas présenté là, mais faute de temps. Ce que je fais là, c'est que je participe à une commission du CNRS qui recrute les chercheurs et qui évalue les chercheurs au cours de leur carrière et qui fait globalement le suivi de leur carrière. Donc dans ces commissions, il y a aussi des gens qui ne sont pas du CNRS comme moi qui y participent. Voilà. Donc on est soit élu, soit nommé pour participer à ça. Ça dure 4 ans, ça durait 5 ans et maintenant ça va passer à 4. Et voilà, donc on a une communauté de plusieurs centaines de chercheurs à suivre pendant cette période-là. C'est pareil, c'est un travail d'équipe. On est 18 à siéger à cette commission qui se réunit très régulièrement. Voilà. Oui. C'est tous les jours. Alors,
je passe pas mes journées à la bibliothèque, mais par exemple, je m'abonne au sommaire de plein de revues qui m'intéressent et tous les matins dans ma boîte mail, j'ai les sommaires de toutes les revues avec la liste des articles qui viennent de sortir. Je regarde ça, des fois plus ou moins, j'y passe plus ou moins de temps. Et quand il y a un truc qui m'intéresse, je lis le résumé, et quand le résumé m'intéresse, je vais un peu plus loin. Et j'aimerais pouvoir vous dire que j'arrive à lire tout ce que j'ai envie de lire, mais c'est pas vrai. Et je pense qu'il y a à peu près personne qui arrive à lire ce qu'il voudrait lire. Il y a globalement une inflation de la littérature scientifique, ce qui fait que c'est pas facile d'être au top de la biblio. Mais il faut être aussi stratégique pour lire ce qui est réellement à la pointe et ce qui l'est pas. Bon, ça avec un petit peu d'expérience, on arrive quand même à le savoir assez vite. Ce qui évite de perdre du temps à relire des études qui sont en fait juste de reproduction de ce qui existe, ou qui sont peut-être parfois même à la traîne. Ouais. Alors, pardon, oui, vas-y, excuse-moi. C'est très variable. Les terrains, ça va de 1 jour à... Enfin, en ce qui me concerne, peut-être les terrains les plus longs que j'ai faits, c'était 1 mois, quoi. Bon, il y a d'autres collègues qui partent des fois 2, 3 mois, ça peut arriver. Ça dépend où vous allez, ça dépend ce que vous voulez y faire. Voilà, c'est très variable. Je peux pas te dire à chaque fois. Oui. Ouais. Oui, alors, il y a des gisements qui se forment actuellement, mais c'est pas facile à étudier, en tout cas avec les méthodes que j'utilise, parce que les méthodes que j'utilise, elles nécessitent que les roches soient refroidies, cristallisées, et que les systèmes hydrothermaux soient inactifs. Mais un géophysicien pourrait arriver sur un système hydrothermal et faire ses travaux sur un système actif. Sur un système jeune, la difficulté, c'est que parfois, ils ne sont pas exhumés. Donc, tout simplement, on n'y a pas forcément accès. L'avantage de travailler sur des systèmes plus anciens, c'est qu'il y a un certain nombre de processus d'érosion et de processus tectoniques qui ont amené ces gisements à la surface. Ou à des profondeurs faibles, ce qui fait qu'on peut aussi les atteindre par forage. Voilà. Donc, on arrive à étudier des gisements jeunes parce qu'il y a des zones où la topographie est extrêmement dynamique, et donc des gisements qui ont que quelques millions d'années, on arrive à les... Que, entre guillemets, hein, quelques millions d'années, on arrive aussi à les investiguer. Je peux pas répondre à ce chiffre-là, à cette question-là. Je peux pas te donner un chiffre en moyenne. Mais si tu regardes les gisements qui sont exploités à travers le monde, les plus vieux, ils ont à peu près 2,7 milliards d'années. Il n'y a pas grand-chose de plus vieux que ça. Et les plus récents, ils ont quelques millions d'années. Il y a des grands pics de formation des gisements, oui. Alors, il faudrait prendre type de gisement par type de gisement. Mais les gisements qui se forment dans les grandes périodes de compression tectonique et d'amalgamation des supercontinents, tous les gisements qui se forment en contexte orogénique, globalement, eh ben, ils ont des pics de fréquence qui sont liés au cycle de désagrégation et d'amalgamation des supercontinents, par exemple. Donc le pic à 2,7 milliards dont je parlais, là, il est bien reconnu. Il y a un autre pic à 1,8 milliard, 1,9 milliard, et ça, c'est des cycles de formation et déformation des supercontinents, par exemple. OK ? Il n'y a pas de question immédiate. Oui. Tu peux dire juste un petit mot sur comment tu dates un gisement ? Ah, comment on date un gisement ? Alors, ouais, bonne question. Il faut trouver un minéral datable. Alors, il y a plein de minéraux datables, mais c'est pas toujours si évident de trouver les bons minéraux. Il faut comprendre au préalable, avec une étude pétrographique et paragénétique, quelle est la position chronologique relative de ce minéral par rapport aux différents événements qui ont formé ce gisement. Il faut savoir quel événement on va dater. Est-ce qu'on va dater la minéralisation elle-même, enfin, le dépôt des métaux? Est-ce qu'on va dater
un épisode de circulation fluide avant, pendant ou après le dépôt des métaux? Est-ce qu'on va dater la cristallisation d'un magma qui a fourni des métaux du fil? Voilà. Il faut d'abord savoir ce qu'on veut dater, échantillonner la bonne roche, trouver le minéral datable. Et seulement une fois qu'on a ce minéral-là, il faut utiliser la technique appropriée. Donc, si vous avez un zircon, vous allez utiliser la technique uranium-plomb. Il n'y a pas vraiment d'autres techniques sur un zircon. Mais sur d'autres minéraux, il n'y a pas forcément d'uranium. Vous allez prendre une autre technique, etc. Et ensuite, vous allez dater à différentes résolutions. Parfois, vous datez un grain entier, et vous enregistrez toute l'histoire de la croissance cristalline de ce grain-là. Donc peut-être mélanger des événements, ça peut arriver. Et si vous avez les techniques de haute résolution spatiale, type ablation laser, vous en verrez si vous allez à Géoressources, ou type sonde ionique, vous en verrez si vous allez au CRPG, et vous pouvez dater un événement, parce que là, vous avez une résolution pétrographique qui est telle qu'on est capable de dater un seul événement à travers l'analyse géochronologique. Oui. Vous avez dit en début de présentation que la recherche était aussi à définir les limites planétaires. Oui. Est-ce que ça rentre dans votre domaine de recherche et c'est lui comment? Moi, je me suis pas intéressé pour la recherche, en tout cas, à la définition des limites planétaires. Si tu prends les grandes limites planétaires telles qu'elles sont définies actuellement dans les publications scientifiques, il y en a une qui est directement liée aux ressources minérales, c'est ce qui concerne les sources du phosphore, dont le cycle biogéochimique est largement perturbé, donc notamment par l'extraction de ressources minérales et l'utilisation massive du phosphore dans les engrais. Donc là, il y a un lien avec la ressource minérale de gisement de phosphate globalement. Mais j'ai jamais eu l'occasion de m'intéresser vraiment au gisement de phosphate. Et pour ce que j'en connais, il y a pas d'autres ressources minérales qui a été encore incorporée et digérée dans ce concept de limite planétaire. Même si la notion de limite globale dans les problématiques de ressources minérales, elle est abordée dans d'autres types de travaux, comme je l'ai un peu évoqué. Mais j'aimerais bien, oui, que ça vienne. Mais ça viendra pas de moi parce que c'est des calculs un peu particuliers qui sont pas vraiment dans mon domaine de compétences, quoi. Et je connais personne qui travaille là-dessus, vraiment. J'ai encore une question. Oui. C'est un peu provoque, mais c'est en lien avec ce que tu disais là. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à trouver plus de gisements, comme ce que vous avez fait pour le lithium, à entraîner plus de consommation? Oui, mais c'est important. D'une manière générale, dès qu'on fait un progrès dans la connaissance ou dans la technologie, il y a un effet pervers qui s'appelle l'effet rebond. C'est-à-dire, tiens, on est plus efficace, et du coup, ça fait baisser les prix, donc du coup, tout le monde s'engouffre dans le truc. Et au final, même si par unité de production ou de consommation, cette unité est plus sobre, et comme on multiplie ces unités, le bilan global est moins bon que si on n'avait rien fait. Alors, la question se pose toujours. Et après, ça, c'est des choix qui relèvent du politique, plus que du chercheur. Le chercheur, il est là pour mettre en évidence des données, des connaissances, peut éventuellement fournir des recommandations. Mais après, ce qu'on en fait, ça relève du choix politique. Alors, si un jour vous voulez discuter politique, j'enlèverai ma casquette et puis on ira boire une bière, mais je pense que c'est pas le lieu ni l'endroit. Sur cette thématique, il y a aussi, tu avais mis le lien, mais Ouais. la conférence d'Olivier Vidal qui était venue il y a Oui. quelques années. Ouais, elle est très bien. Qui lui intervient auprès des politiques sur ces questions de limites planétaires et de limites aux ressources minérales. Et on va vous libérer. Merci pour votre attention. Merci à tous. À dans 2 semaines.